Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du trade du Palladium que j'ai fait en mars 2020 avec un gain intermédiaire de 57% en 2 semaines. Donc pour ceux qui me suivent, je vous invite à voir également le trade que j'ai fait le 16 janvier sur le VIX qui m'a permis de faire une plus-value de 100% en 10 jours. Et donc le 2 mars 2020, donc il y a 2 semaines au moment où je fais cette vidéo, j'ai investi 15 900 $ pour shorter le Palladium, ce qui m'a permis de faire une plus-value de 57% en 15 jours. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi, et également comment utiliser finalement mes prédictions pour vous enrichir. Et à la fin de la vidéo, donc j'ai filmé le trade de vente de la moitié de ma position en direct. Alors, le 3 décembre 2019, j'ai publié une vidéo sur YouTube, mes prédictions 2020-2040. Donc ça a fait marrer pas mal de monde qui m'ont dit t'es Nostradamus, etc. Donc non, je ne suis pas Nostradamus, hein, mais ça m'empêche pas d'avoir le droit de faire des prédictions. Et donc le 10 décembre 2019, en fait, dans l'avion entre Istanbul et Lyon, j'ai fait donc mon fichier de prédiction sur tout un tas d'indicateurs financiers, donc les indices boursiers, les devises, les banques, les métaux, l'immobilier, etc. Et le 14 décembre 2019, donc j'ai partagé ces prédictions lors d'un séminaire live organisé à Lyon. Et donc pendant ce séminaire, j'ai partagé toutes mes prédictions pour la période 2020-2040. Donc évidemment, en décembre 2019, les gens qui sont venus étaient surtout curieux, en se disant est-il vraiment possible de prévoir l'avenir? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais bon, on le connaît quand même un peu, le Jean-Luc, et on lui fait confiance, et donc ils sont venus, et certains ont payé quand même assez cher pour assister à ce séminaire. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas, puisque comme je vais le prouver maintenant, et comme je l'ai déjà prouvé sur le VIX, mais comme tous ceux qui ont participé au séminaire le savent, il y a eu beaucoup de prédictions justes, et notamment les crashs actuels. Alors revenons au Palladium, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Donc le 7 décembre 2019, donc j'ai préparé mon tableau Excel avec tous les indicateurs, donc les indices boursiers, les métaux précieux, l'immobilier, etc. Et à ce moment-là, donc le 7 décembre, le Palladium était à 1849 $ l'once. Voilà. Et donc j'ai fait les prédictions dans l'avion le 10 décembre. Et donc la prédiction qui est sortie pour le Palladium, c'est que le prochain point haut majeur arriverait en 2021 à 2100 $, et que le point bas majeur arriverait en 2022 à 800 $. Donc c'était une prévision assez couillue, parce que très courte finalement. Passer de 2100 à 800 $ en un an, c'est annoncer tout simplement un crash du Palladium. Voilà, et donc c'est arrivé. Donc on va voir ça un peu plus tard. Alors on ne peut pas acheter ou vendre du Palladium comme ça. Alors on pourrait faire de l'achat de Palladium physique, mais c'était pas mon objectif. Et moi, ce que je voulais, c'est shorter le Palladium, puisque j'avais prévu qu'il ferait un plus haut en 2021 et que derrière il cracherait. Donc j'ai utilisé comme instrument un ETF. Donc vous pourriez le faire avec des futurs, mais avec les futurs, ça demande une notion de temps que j'avais pas envie, voilà. Et donc j'ai préféré un ETF qui s'appelle Wisdom Tree Palladium 1X Daily Short. Le code c'est 1PAS. Donc c'est un short qui réplique, je sais plus si c'est le Palladium ou si c'est le Nasdaq relié au Palladium. Donc il faut regarder de nouveau, j'ai oublié depuis, je l'ai fait il y a 2 semaines. Mais en gros, ça short le Palladium, on va dire, sans effet de levier, puisque c'est 1X. Donc ça veut dire quoi quand on dit que c'est un ETF qui short le Palladium? C'est-à-dire que si le Palladium baisse, eh ben, la valeur de l'ETF augmente, et vice-versa. Alors on va regarder ensemble le graphique du Palladium. Moi, ce que j'avais remarqué déjà depuis un moment, c'est qu'il y avait une bulle de Palladium.
Donc je l'avais remarqué en fait quand le palladium avait dépassé d'abord le prix du platine et le prix de l'or. Je m'étais dit tiens c'est bizarre. Et on le voit très bien, je vais vous montrer également dans le ratio platinium sur palladium. Voilà. Donc je vais sur la page des graphiques. Et donc voici le graphique du palladium. Donc là on est en unité de temps mensuelle. On va même passer en annuel, tiens, pour voir. Bon, on voit pas très bien en annuel, donc on va repasser en mensuel. Donc ce qu'on voit en mensuel, c'est que pendant longtemps, en fait, le palladium a oscillé entre 850 et un point bas en 2016 de 384. Donc il était dans un trading range quand même assez large, hein, du kit au double. Et puis il a commencé à remonter à partir donc, de son point bas en 2016. Et vraiment derrière, on a eu une courbe quasiment exponentielle. Donc je passe en weekly, donc chaque barre représente une semaine. Donc là on voit bien, à partir de 2018, on a commencé vraiment à faire une hausse très importante. Et je vais passer donc en journalier, puisque voilà, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Et donc là on voit en fait à la date de la prévision, le 10 décembre, en fait le 7 décembre plutôt. Mais j'ai fait la prévision le 10 décembre, mais j'avais pris le cours au 7 décembre, qu'on était effectivement à 1800 et quelques dollars. Voilà. Donc moi ce que j'avais prévu, c'est que ça monte à 2100 et que ça crache à 800. Donc ce qu'on regarde ce qu'on peut voir, c'est que ça a monté après ma prévision, et puis ça a fait une belle baisse en fait, une première belle baisse, ce qu'on pourrait appeler un bear trap, un piège pour les gens qui sont baissiers. Et puis derrière on a eu une très forte hausse, on est passé de 1750 à 2390, où là on aurait pu penser que c'était un plus haut. Donc ça a consolidé derrière, et puis derrière c'est reparti en bulle jusqu'à faire un plus haut le 27 février, un plus haut à 2789 $. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement moi j'ai pas vraiment regardé en fait pendant toute cette période là, parce que faut bien savoir que j'ai fait une prévision sur une centaine d'instruments, et que je les regarde pas tous, si vous voulez, j'en regarde que quelques-uns, souvent les gros indices. Et le palladium je n'ai pas spécialement regardé. Mais quand les marchés ont commencé à cracher en fait, fin février, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais prévu. Donc j'ai été revoir le fichier de mes prédictions et voir quels seraient les placements pour lesquels j'avais prévu qu'ils fassent un plus haut en 2020, voire en 2021. Et donc c'est là que j'ai vu effectivement le palladium. Je me suis souvenu effectivement que le palladium était dans une bulle. Et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de le shorter. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à regarder comment je pouvais le shorter. J'ai trouvé le One Pass. Et curieusement, le Nasdaq lui a commencé les indices américains en fait ont commencé à cracher fin février. Il me semble qu'ils ont commencé à cracher exactement le 24 février. Et le palladium lui, vous voyez qu'en fait le 24 février il a baissé, mais derrière il est reparti faire des plus hauts. Donc là je me suis dit c'est étonnant que les indices commencent à cracher et que le palladium lui continue à faire des plus hauts. Mais j'ai suivi, je me suis dit bon peut-être qu'il est un peu à part. Mais je le surveillais au coin du feu, parce que je me suis dit ça va pas durer, si la crise du virus continue, ça va pas durer. Et donc là, boum badaboum, le 28 février, ça y est, le palladium chute de 8,14%. Il fait quasiment de nouveau un plus haut à 2784. Et derrière, il chute, et puis jusqu'à 2382. Et puis il rebondit en fin de séance à 2495. Voilà.
Et c'est là où je me suis dit, bon bah, je short le palladium. Et donc j'ai passé le week-end vraiment à comparer finalement les différents instruments financiers que je pouvais utiliser. Et donc bah, j'ai décidé d'utiliser le OnePass. Et donc le 2 mars, là encore beaucoup de volatilité pendant la séance en fait, puisque le palladium a ouvert à 2480, il est remonté à 2580. Et donc j'ai revendu dans ces eaux-là. Enfin j'ai shorté dans ces eaux-là, et donc j'ai acheté le OnePass dans ces eaux-là au cours de 15,90. Et mon scénario, c'est que idéal, c'est que le palladium fasse un double top, ce qu'il n'a pas fait. Et s'il avait fait un double top, j'aurais doublé ma position. Mais comme il ne l'a pas fait, bah, j'ai simplement gardé ma position de 1000 OnePass, ce qui revenait à 15 900 $. Et derrière, le palladium a bien résisté au crash. Pendant que les bourses crashaient, il s'est bien tenu. Et puis il a fini par crasher en fait, finalement, donc encore avec du retard sur les indices. Et là vous voyez, ça a été la dégringolade. Voilà. Et donc bah, hier, 17 mars, je me suis dit, c'est que quand même ça fait une belle chute sans interruption, et qu'à un moment donné, il y aura quand même à mon avis un rebond technique. Et donc en unité journalière, je voyais pas, tous les supports ont été explosés. Mais en unité hebdomadaire, je voyais qu'il y avait un support en bas, là, la bande de Bollinger. Je me suis dit, si ça passe là, je prends la moitié de mes bénéfices. Ce que j'ai essayé de faire, et curieusement, je sais pas, c'est pas passé. Mon ordre n'est pas passé au moment où ça a atteint les plus bas. Et donc je l'ai passé quand même un peu plus tard, au moment où le palladium était à peu près à 1500. Voilà. Donc voilà l'histoire. Alors tout à l'heure je vous disais que le palladium était surévalué à mon avis par rapport au platine. Donc là en fait on voit le ratio entre le platine et le palladium. Donc c'est un ratio qui tourne un peu autour d'une moyenne de 2,50, 2,58. Historiquement en fait, le platine a quasiment toujours été plus cher que le palladium, sauf une petite période entre 98 et 2002. Mais le reste du temps, il était au-dessus de 1, donc ça c'est la ligne du 1. Et en fait, depuis 2017, fin 2017, eh bien, le platine a plutôt baissé et le palladium a monté, et donc le ratio s'est complètement inversé. Ce qui fait que même aujourd'hui, on est encore à un ratio de 0,4. Voilà. Donc pour moi, ça s'est complètement inversé, et c'est pour ça que je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Alors, pour résumer, donc j'ai acheté du OnePass le 2 mars 2020. Donc là, vous pouvez voir les transactions. Donc j'en ai acheté 100 au départ, et puis je sais pas, j'ai fait une couille, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton, et donc Interactive Broker a soldé ma position, il l'a revendu à 16,01. Bon, voilà, donc ça m'a pas coûté grand chose, les frais de courtage on va dire. Et après donc j'ai repassé un ordre, voilà, mon ordre sérieusement. Donc le 2 mars, et j'ai acheté 1000 ETF OnePass à 15,90. Donc avec les frais de courtage, ça fait un prix de revient à 15,907. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai revendu hier, donc le 17 mars, la moitié de ma position, donc 500, et à un prix de 25. Ce qui m'a fait donc 12 500 $, moins la commission, et une plus-value réalisée de 4 539 $. Voilà. Alors évidemment, quand j'ai entamé la position, j'étais loin de savoir si le palladium allait baisser ou pas. Il aurait très bien pu continuer à monter. Et donc je m'étais fixé comme stop loss en fait 5% à peu près au-dessus des plus hauts historiques, donc à 2009-3000 $ de l'once.
Alors c'est ça qui est intéressant, je parle dans plusieurs vidéos et notamment sur le séminaire, j'oppose l'intuition et l'analyse. Et donc si vous regardez sur Google, toutes les analyses sur le palladium jusqu'au crash récent étaient haussières. Et donc tout à fait de bons arguments, des arguments analytiques. D'abord c'est des métaux rares, donc il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Il y a une hausse très forte de l'utilisation du palladium dans l'automobile, notamment au niveau des pots catalytiques. Et globalement, la production, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a essentiellement, je crois, en Afrique du Sud et en Russie, avec très peu de producteurs. Et donc, il y avait comme un déficit de production par rapport à la demande. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait que ça a poussé le palladium à la hausse. Mais bon, pour moi, dès qu'il a dépassé le platine et l'or, je me suis dit, il y a quand même, ça ressemble quand même étrangement à une bulle. Donc c'est là où l'intuition est intéressante, c'est que si les gens qui se basent que sur l'analyse, donc ils ont analysé le marché, ils disent voilà, ça se passe comme ça, et le problème des analytiques, c'est qu'ils pensent toujours que le futur va ressembler au passé. Et c'est là où l'intuition est très utile. C'est que moi, sans avoir vraiment fait d'analyse sur le palladium, à l'époque où j'ai fait les prédictions, j'avais tout simplement anticipé un crash du palladium. Voilà. Ce qu'aucun analyste n'avait fait, évidemment. Maintenant, tout n'est pas... Voilà, on ne peut pas tout reposer sur l'intuition, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, mon intuition était inexacte, puisque j'avais prévu un point haut à 2100 en 2021, et que en réalité, le palladium a shooté à 2780 en 2020. Donc, on voit bien que l'intuition ne suffit pas, et que ce serait suicidaire de suivre aveuglément une intuition. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont suivi mon séminaire ou qui l'ont téléchargé, je leur dis toujours, ne suivez pas ça à l'aveugle. Il faut quand même de l'analyse pour étayer l'intuition et pas faire n'importe quoi et penser que mes intuitions sont justes à la fois en termes de niveau et de timing. Donc non, mes intuitions ne sont pas justes en termes de niveau et de timing, mais elles restent utiles, puisque mon intuition avait déterminé qu'il y aurait un crash sur le palladium. Et grâce à l'analyse et à un peu d'expérience aussi, et un peu d'intuition en plus, eh bien, quand en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'intuition, c'est que moi j'avais dit 2100, donc quand le palladium a shooté à 2789, je me suis dit, il est largement au-dessus de mon intuition, donc c'est encore mieux. C'est encore meilleur pour pouvoir le vendre à découvert, puisque c'était encore mieux que ma prédiction. Voilà, donc c'est bien d'utiliser les deux, l'analyse et l'intuition. Malheureusement, la plupart des gens, ils sont soit analytiques, soit intuitifs. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait un de mes points forts, c'est que je suis d'abord intuitif, mais je suis capable de faire de l'analyse. Un autre avantage de l'investisseur particulier par rapport à l'institutionnel, c'est la patience. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très patient, je l'ai déjà dit, mais je n'aime pas jouer, j'aime bien gagner en fait. Et donc, je suis capable d'attendre en fait et de patienter pour que les conditions soient idéales pour moi avant de jouer. Et donc, si les conditions ne sont pas idéales, je ne joue pas. Donc là, en fait, c'était très étonnant parce qu'on voyait le crash des marchés financiers le 24 qui a démarré le 24 février et le palladium qui, lui, continue à monter et même à faire un plus haut le 27. Voilà. Donc bilan intermédiaire, donc 4530 $ de plus-value réalisée sur la moitié de la position. Au moment où je fais cette vidéo, je crois que hier le palladium a rebondi et donc le reste de ma position, l'autre moitié, est à 3869 $ de plus-value potentielle, donc ce qui est quand même pas mal pour 15 900 $ investis. La stratégie pour le futur, c'est que je reste de toute manière baissier sur le palladium, donc je continue à faire confiance à mon intuition de décembre 2019. Je pense qu'aussi en termes d'analyse,
On voit bien que l'économie est à l'arrêt et donc il va y avoir une forte baisse de la demande automobile. Il y a également une baisse du coût d'extraction au niveau du pétrole. Il y a des margin calls de partout, donc des appels de marge de partout qui fait que les investisseurs doivent vendre tout ce qu'ils peuvent. Et donc je pense que c'est pour ça que le palladium a craché, c'est que les investisseurs ont dû vendre leur position sur le palladium. Et donc il y a deux scénarios maintenant, enfin il y en a trois en réalité. Il y en a soit ça continue de baisser et de cracher, soit ça fait un sideways, soit ça remonte. Donc si ça continue de cracher, bah, j'attends et je pense que je vendrai à peu près quand le palladium atteindra 1000 $. Si ça fait du sideways, bah, j'attends aussi. J'attends que ça monte ou que ça descende. Et si ça monte, à ce moment-là, je pense que je reprendrai une position short vers les 2000 $ et idéalement en fait à 2200 $. C'est-à-dire que si le palladium remonte à 2200 $, je reshorterai à nouveau. Donc 50% de ma position initiale. Et s'il remonte vers 2780, je pense que je shorterai à nouveau également, carrément en doublant ma position. Et je me mets un stop loss à 3000 $. C'est-à-dire que si je me suis trompé et que le palladium remonte à 3000 $ ou plus, je vendrai toutes mes positions. Voilà. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, sûrement pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Ils vont dire, il y en a qui vont quand même dire que je suis un méchant spéculateur. En réalité, la réalité, c'est que tout le monde spécule. Pourquoi? Parce que d'après le Larousse, spéculer, c'est faire des opérations financières sur des valeurs négociables afin de tirer profit des variations de leur cours. Donc quand les gens ils mettent de l'argent sur un livret A ou un fonds en euros, en réalité ils spéculent. C'est-à-dire qu'ils spéculent sur le fait que ils vont obtenir un rendement sur leur capital. Donc certes c'est un rendement faible, avec très peu de volatilité, mais et avec une garantie de capital. Donc les gens ils pensent que c'est pas de la spéculation. Mais ça ils n'ont rien compris. C'est de la spéculation puisqu'ils parient sur un rendement faible, mais un rendement quand même. Donc ils cherchent à faire un profit sur la variation du livret A ou du fonds en euros. Simplement, ils ne cherchent pas à faire un profit maximum, ils font en réalité un profit minimum en échange d'une garantie entre guillemets de capital. Bon, le problème de cette stratégie, c'est que le rendement est très faible, largement inférieur à l'inflation, et qu'en plus, si on prend en compte la perte de valeur de l'euro, en réalité, les gens s'appauvrissent. Voilà. Donc les gens spéculent par défaut, et moi je spécule pas par défaut, je spécule de manière proactive, tout simplement parce que l'autre choix qu'on me laisse, de mettre de l'argent sur le livret A, c'est un choix qui est perdant. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'aime pas perdre de l'argent. Donc, je prends des risques, effectivement. On prend la différence entre le spéculateur et celui qui fait du livret A, c'est que le spéculateur a tendance à prendre des risques. Et donc, il a la possibilité de gagner, mais aussi la possibilité de perdre beaucoup plus. Voilà. Alors, il y a des gens qui me disent tes formations, ça coûte trop cher. Bon, je l'ouvre un peu aujourd'hui parce que mes conseils ont été bons. Mais ce que je constate quand même globalement, c'est que 99% des conseils financiers sont mauvais. Donc la plupart des gens, ils demandent conseil à leur banquier, donc ils mettent de l'argent sur les livret A, ils investissent en bourse ou en assurance vie en général juste avant que ça crache. Idem avec leur assureur qui fait, eux, c'est soit du fonds en euros qui rapporte plus rien, soit de la bourse juste avant que ça crache aussi. Les pseudo CGPI, ils vendent de la défisque qui font perdre de l'argent aux gens. Les youtubeurs, ils ont conseillé le bitcoin quand il était à plus de 10 000 $. La bourse, juste avant que ça crache également. Et en ce moment, au moment où je fais cette vidéo en 2020, ils conseillent l'immobilier. Donc moi ce que je constate c'est que la majorité des conseils entre guillemets sont mauvais et que les gens perdent de l'argent et s'appauvrissent. Voilà. Donc quand moi je fais gagner de l'argent à mes clients dans une période où en plus tout le monde en perd, j'ai pas l'impression que mes formations soient trop chères en fait. Je pense que le retour de mes clients, encore une fois, c'est pas des gens, ils achètent pas des formations ni pour me faire plaisir ni pour me faire gagner de l'argent.
ils achètent des formations, mes formations, parce qu'ils pensent que ça va leur rapporter, hein. Donc le retour sur investissement est largement supérieur, à mon sens, au coût de mes conseils. C'est pour ça que globalement, ils sont quand même contents, hein. Et c'est pour ça qu'ils acceptent aussi de témoigner en vidéo. Donc vous pouvez voir la page de tous les témoignages que j'ai. Et donc ma conclusion, c'est que non, mes formations ne sont pas trop chères, hein. Ce qui coûte cher, c'est l'ignorance. Voilà. L'ignorance, les choix par défaut, ça coûte très cher. Oui. Les gens s'appauvrissent et c'est que le début. Donc donner une formation où j'apprends aux gens à s'enrichir, oui, ça a un coût, mais ce qui compte, c'est pas juste le coût, c'est le retour sur investissement. Alors, pour finir, mes prédictions, on voit bien qu'elles sont inexactes. Et ça, je l'ai déjà expliqué sur la vidéo du X. C'est d'abord parce que les probabilités sont grandes de se tromper. On choisit un scénario parmi une infinité de scénarios, donc les statistiques sont contre nous, les probabilités sont contre nous. D'autre part, ce serait trop facile si quelqu'un était capable de donner des prévisions exactes. À ce moment-là, effectivement, comme me disait un copain, pourquoi tu ne donnes pas les chiffres de l'auto, hein? Autant donner les chiffres du loto tout de suite, comme ça les gens deviennent millionnaires. Et donc, ça serait tout à fait injuste pour les gens qui ont développé des compétences. Voilà, donc pour investir en bourse, ça demande des compétences, c'est pas facile, c'est loin d'être facile. C'est un exercice extrêmement difficile, c'est pour ça que les traders sont quand même très bien payés. Mais ça n'empêche pas que la prédiction reste très utile, à condition évidemment de savoir l'exploiter correctement. Donc là, on est en période de crash, post-crash. Dans ce séminaire que j'ai fait en décembre 2019, j'avais bien prévu la baisse des bourses. Alors pas aussi rapide ni aussitôt, mais je l'avais quand même bien prévu. Et dedans, il y a un certain nombre d'opportunités de trade. Donc là, je vous en ai donné une parmi 100 aujourd'hui, mais vous voyez bien que bon, moi, elle me rapporte 8 000 dollars sur 16 000 dollars investis, donc 50%, 8 000 dollars. Donc les gens qui ont payé, qui ont acheté mon séminaire quelques centaines d'euros, c'est vite amorti quand même, hein, et donc il y a plein d'opportunités aujourd'hui, puisque grâce à cette volatilité, on voit bien que les gains qu'on mettait 4 ou 5 ans à faire, moi sur la période 2013-2019, 50% de gains en 4-5 ans, je trouvais ça très bien, hein. Aujourd'hui, à cause de la volatilité des marchés, ça se passe beaucoup plus vite. En 10 jours, sur le VIX, j'ai fait x2. Bon, là, c'était beaucoup de risques, hein. Mais là, sur le Palladium, j'ai pas eu le sentiment de prendre énormément de risques, au contraire. Et pour autant, j'ai quand même fait 50% en 2 semaines. Voilà. Donc ça vaut le coup, voilà, de télécharger le séminaire pour ceux que ça intéresse. Alors le séminaire, encore une fois, ça s'adresse plutôt aux gens qui sont capables d'investir par eux-mêmes. Vous voyez bien qu'il y a un peu de... Voilà, il faut pouvoir sélectionner un instrument pour investir. Il faut avoir un compte titre, il faut acheter un titre et puis savoir le revendre. Donc si vous ne savez pas investir, vous avez d'autres possibilités. Donc soit vous inscrire à la formation Investisseur Pro, quand elle est ouverte. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, elle est ouverte jusqu'au 29 mars, puis après elle sera fermée. Mais vous avez également ceux qui n'ont pas envie de se former, mais qui ont juste envie d'avoir des conseils. Vous avez les webinaires Investisseur Pro. Et ceux qui veulent vraiment du sur-mesure, il y a l'entretien patrimonial privé. Voilà. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur investisseurpro.com. Voilà, et enfin, pour ceux qui n'ont pas envie de payer, il y a toujours mes rapports gratuits, la chaîne YouTube sur laquelle je fais de temps en temps des vidéos. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis vous pouvez continuer à regarder. Donc je filme tout simplement le trade de vente de la moitié de ma position sur le OnePass. Voilà, c'est à la fois une preuve que j'ai bien fait le trade, et que j'ai bien fait les profits que j'annonce dans cette vidéo. Voilà, merci et puis à tout de suite.
Donc voilà, on est sur mon compte de trading. Comme vous pouvez voir, j'ai 1000 contrats OnePass que j'ai acheté à un prix moyen de 15,90 $ et une plus-value latente de 8900 $. Donc je vais revendre la moitié de la position. On voit qu'il y a un spread qui est assez élevé de 0,5, donc ça représente à peu près 2%. Donc je sais pas quelle est ma plus-value, je dois être à quasiment à 50% là. Donc je pense que là le marché devrait se calmer un peu. Et je m'attends quand même à un rebond technique après ces énormes chutes. Et donc si ça rebondit aux alentours de 1980-2000, je pense que je rachèterai ce que je vends aujourd'hui en fait. Voilà. Voilà, donc 500 contrats à 25. Voilà. Donc il va falloir patienter un peu puisque il y a un spread qui est assez important. Donc on voit mon ordre de vente ici. Et donc ça va dépendre de l'évolution de notre palladium, qui aujourd'hui a l'air quand même un peu plus calme que ces jours précédents. On avait vraiment une chute incroyable. De 2780 à 1445, ça fait quasiment 50% de chute. Donc personnellement je reste baissier sur le palladium. En fait dans mon séminaire Investisseur Pro j'avais prévu qu'il descendrait à 700. Donc j'ai aucune idée si ça va le faire ou pas, mais pour l'instant de toute manière ce qu'on voit c'est que en weekly ça a atteint la bande inférieure du Bollinger, qui était à 1350 à peu près. Donc ça l'a atteint hier. Peut-être que ça le réatteindra aujourd'hui, mais bon, toujours est-il que moi je pense que voilà, autant prendre la moitié de mes bénéfices, et puis s'il y a un rebond technique, à ce moment-là, je remettrai une louche, je reprendrai ma position. Voilà. Donc bah maintenant on attend que ça se passe. Bon bah voilà, je crois que mon ordre a été passé à 25, donc c'est très bien. Donc bah là on peut voir l'ordre qui a été passé, 500 à 25, 16h41 heure de Philippines. Et donc on peut voir sur mon compte titre que je n'ai plus que 500 donc titres OnePass. Que j'ai une plus-value potentielle de 4005 et j'ai réalisé une plus-value de 4005. Voilà. Donc bah on va voir si le palladium rebondit ou pas. Et puis si ça rebondit pas et que ça continue de baisser, bah tant mieux. Et si ça rebondit, bah je pense que je rachèterai pour re-shorter de nouveau le palladium. Voilà, allez, au plaisir.